Chers téléspectateurs de la LCS, la chaîne sénégalaise, nous sommes ici à Yoff, à la cité Biagui, pour rencontrer un invité de marque. Il est avocat à la Cour, il est membre du secrétariat exécutif national de l'APR. Mais surtout, il porte sur ses épaules la réforme de l'acte 3 de la décentralisation. Je ne vous en dirai pas plus, nous allons le découvrir ensemble. Bonjour et bienvenue dans votre émission Derrière le miroir. Monsieur le ministre, comment allez-vous? Ça va bien? Ça va bien, merci. Ça va très bien, merci. Ça va et la famille? Ça se passe bien. Merci. Bonne et heureuse année. Merci, tous mes voeux. Merci à vous. Bienvenue. Merci. Voilà. Téléspectateurs de la LCS, nous sommes avec notre invité Maître El Hadj Omar Youm, qui est le ministre de l'Aménagement du Territoire et des collectivités locales. Bonjour Maître Youm. Bonjour M. Amadou. Maître Youm, si vous deviez vous présenter à nos téléspectateurs, qui est Maître Youm? Question très difficile. À l'état civil, je suis El Hadj Omar Youm, marié, père de 4 enfants, sénégalais. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire en plus. Vous êtes originaire de quelle localité du Sénégal? Né à Thiadiaye, donc Lébou d'origine sérère, comme j'ai l'habitude de dire, parce que je suis de parents Lébou qui sont de la Petite Côte, précisément à Kaparou et un peu partout d'ailleurs de la Petite Côte. Et j'ai eu la chance d'être né à Thiadiaye. J'ai grandi, j'ai eu mes amis, je me suis marié là-bas, j'ai fait l'école là-bas. Donc vraiment, je suis de Thiadiaye pleinement et je le revendique haut et fort. Et par mes naissances, je suis un peu aussi un enfant de la Petite Côte parce que de Somone à Poponguine, en passant par Tiki, Nayan, vraiment je n'ai que des parents, des tantes, des cousines, voilà, parce que la famille est vous, souvent avec le brassage familial, les alliances au sein d'une même famille font que moi finalement j'ai presque 90% de mes parents sur la Petite Côte, entre Mbour et Somone. Et vous avez effectué votre cursus scolaire au niveau de Thiadiaye? Je suis un pur produit de l'école sénégalaise. J'ai fait l'école primaire, l'école publique à Thiadiaye. Ensuite, j'ai fait le CS de Pikine. D'ailleurs, en la circonstance, je suis une exception parce que souvent, les élèves de Thiadiaye, quand ils réussissent l'entrée en 6e, sont à 95% affectés dans un lycée de proximité, un peu au niveau du département. Et donc, souvent, c'était à Mbour. Exceptionnellement, moi, j'ai été à Pikine avec mon oncle qui a voulu... Le CS Fadilou Diop. Le CS Fadilou Diop. Que j'ai fréquenté aussi. CS1, mais comment vous êtes sur mes pieds, hein, vous êtes sur mes pas, quoi. Alors, donc, et puis ensuite, après le CS, j'ai fait le lycée Limamoulaye. Comme moi aussi. Hein. Ah, parfait. Donc, finalement, on a à peu près le même... on a le même parchemin, quoi. Bien sûr. Alors, donc, lycée Limamoulaye,
qui m'a permis de côtoyer quand même beaucoup de talents, de génie. En son temps, le lycée Limamoulaye faisait quand même la fierté de Pikine et des Pikinois. Donc j'ai fait 7 ans dans la zone de Pikine, précisément entre l'I10 et Taliboumak. Donc là aussi, je me dis Pikine, c'est ma deuxième patrie, parce que j'ai eu beaucoup de souvenirs, de bons souvenirs. Comme on dit, un jeune de la banlieue. Grands amis, un jeune de la banlieue. Je peux revendiquer aussi la banlieue parce que j'ai beaucoup de relations, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de souvenirs et de bons souvenirs à Pikine. Où je garde encore le contact de temps en temps, un dimanche sur 2 ou 3, quand l'agenda me le permet, je passe voir la famille et les amis. Et à l'université, vous avez suivi quelle J'ai fait également l'université filière? Cheikh Anta Diop, filière droit, et pour faire jusqu'à la maîtrise, et ensuite m'inscrire en DIA, et après j'ai fait les concours de l'ENA qui n'avait pas marché, mais la même année j'ai fait le barreau pour le réussir. Et donc voilà, j'ai commencé à exercer la profession. Justement, la robe d'avocat était-elle un rêve d'enfant? Pas particulièrement la robe d'avocat. Je me souviens que quand même à l'école primaire, quand on nous demandait qu'est-ce que vous voulez devenir, moi je m'étais magistrat. Ah d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la famille judiciaire était déjà un idéal pour moi. Et mon père aussi, quand j'étais jeune, me parlait un peu, puisque c'était un homme d'affaires, un commerçant qui était avec les traitants français. Souvent, on me parlait de Lamine Gueye, de ce qu'il avait fait à l'Assemblée, de son rôle, de sa personnalité, de son intelligence. On me parlait de Maître Tourteau, qui était l'avocat qui gérait leurs affaires, comment il était brillant, comment il parlait, comment il se tenait. Et donc ça, c'est resté. Et quand j'ai fait le barreau, ces souvenirs-là sont revenus très rapidement. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est pour cette raison que mon père me parlait de ces grands avocats. Et donc peut-être cette profession, ça doit être la profession de ma vie. Et malheureusement, je n'ai pas eu de désespoir. Franchement, le barreau m'a donné beaucoup en termes de formation. En termes d'idéal, en termes de modèle, nous avons trouvé sur place l'histoire de grands hommes, Lamine Gueye, Boubacar Gueye, Maître Fadilou Diop, le doyen Ab Cham, Valdiodio Ndiaye, donc vraiment qui ont quand même fait une grosse partie de l'histoire du Sénégal, particulièrement de l'histoire politique du Sénégal. Donc, et nous avons trouvé dans le barreau une grande famille solidaire, très pertinent, de grands maîtres qui nous ont formés, qui nous ont accompagnés dans la formation. Et j'ai eu la chance aussi de faire un grand cabinet d'avocats d'affaires où on nous a enseigné quand même beaucoup de rigueur, de méthodologie, de sérieux, d'engagement dans la gestion des affaires et dans la gestion de l'image du cabinet, ce qui quand même nous a, enfin moi personnellement, qui m'a permis de pouvoir façonner un comportement, des attitudes et peut-être travailler une personnalité. Mais comment s'est effectué le glissement du barreau à la politique? On peut dire que quand même la politique s'est installée très prématurément chez moi. Parce que je suis issu de parents qui étaient quand même très politiques dans le département de Mbour. Mon père était l'un des plus grands responsables au niveau de Tchadjaï. Notre maison était la permanence du Parti socialiste. Et moi, étant jeune, j'étais dans les voitures qui faisaient les tournées au niveau de l'arrondissement de Tchadjaï. Je me rappelle encore de ça. À l'adolescence, j'ai tout de suite aimé le président Wade, Abdoulaye Wade, avec son discours, par son courage aussi. S'opposer à Senghor, ce n'était pas donné à n'importe qui, ce n'était pas évident. Senghor, dans la zone du Mbour, du département, c'était le grand monsieur. Donc la personne qui osait l'affronter, pour moi, dans son fief, presque. Dans son fief, c'était le grand... voilà quoi. Et donc je l'ai aimé en suivant donc son histoire, en voyant qu'il était avocat en plus, et puis qu'il était très courageux, très intelligent. Et donc j'ai milité au Parti démocratique sénégalais alors que j'avais peut-être entre 17 et 18 ans. J'ai été responsable des jeunes de l'arrondissement de Tchadjaï, puis ensuite ça m'a suivi jusqu'à l'université un peu. Mais là j'ai un peu levé le pied à l'université parce que bon, les études étaient plus importantes.
Et la méthodologie, la rupture entre l'enseignement général et l'enseignement universitaire, j'ai tout de suite compris que bon, il fallait se concentrer sur l'enseignement universitaire, surtout que je commençais à aimer le droit quand même, hein. C'était à la fois une matière philosophique, technique, scientifique, avec beaucoup de citations latines, etc. Donc j'ai tout de suite aimé, surtout que bon, au premier contact, nous avons eu des professeurs de droit, Issa Kouba Ndiaye, Ndiaw Diouf, Michel Traoré, etc. Donc vraiment de grands professeurs qui nous ont tout de suite fait aimer le droit, hein, par leur pertinence, par leur personnalité, etc. Donc finalement, j'ai bien aimé le droit en levant le pied un peu sur la politique. Surtout que bon, mon père commençait à être un peu jaloux de moi parce que bon, je commençais à être bien connu, quoi. Bien connu, j'ai commencé à fédérer les jeunes, j'ai commencé à construire une sorte d'opposition qui était presque inexistante dans cette zone. Parce que votre père était du Parti Socialiste. Voilà, cette zone qui était le bastion du Parti Socialiste. Et donc j'ai commencé à percevoir un peu ces petits conflits latents qui expliquaient, puisque je l'aimais beaucoup, je ne voulais pas le voir un peu sa personnalité écornée, parce que tout de suite on allait dire, bon ça c'est le fils d'eux, pourtant, voilà. Donc j'ai levé le pied. Jusqu'en 2000, j'ai continué à militer dans la cellule Initiative Stratégie. Et ensuite en 2000, quand il y a eu le changement de pouvoir, j'ai demandé à mon père l'autorisation quand même de revenir militer à la base, compte tenu du fait que bon, déjà il était vieux, que le Parti Socialiste avait perdu le pouvoir, et que c'est pour cette raison que j'ai jamais voulu militer activement à Thiadiaye. Et donc voilà, en 2000, quand ils ont perdu le pouvoir, j'ai demandé l'autorisation à mon père de revenir militer à la base. Ça n'a pas été facile, mais finalement je l'ai obtenu. Et puis j'ai commencé à militer pour le Parti démocratique sénégalais. C'était pas évident, parce que déjà en 2000, le score entre le Parti socialiste et le PDS, même si le président Wade était au pouvoir, le score était assez important. Il a fallu se battre entre 2000 et 2002 déjà pour réduire le score, parce qu'on était à 100 voix, là où on était entre 1500 voix entre les deux partis. Et puis ensuite, on a continué à se battre avec d'autres responsables du Parti démocratique sénégalais, jusqu'à vraiment inverser la tendance à partir de 2007. On était devenus les plus grands partis au niveau de Thiadiaye. Et puis, j'ai connu donc le président Macky Sall dans le cadre du Parti démocratique sénégalais. Au niveau de la cellule des cadres. Au niveau de la cellule des cadres, où la CIS. La CIS. Et puis ensuite, dans le parti activement comme responsable à la base, à partir de 2006, quand il était déjà Premier ministre du Sénégal. On a échangé, on a collaboré, et puis nous avons maintenu quand même des contacts très sincères, fraternels. Vous avez décidé de collaborer avec lui au moment où il a décidé de quitter le Parti démocratique sénégalais, ou plus tard? On s'est connus déjà en 2006, il m'a fait l'amitié de venir à Thiadiaye en tant que déjà fils de Fatick, compte tenu du fait que Thiadiaye et Fatick, c'est presque deux localités qui appartiennent à la même aire géographique. Et ensuite, on a maintenu le contact jusqu'au moment où il a connu malheureusement ses difficultés au niveau du PDS, les difficultés avec le parti et le président du parti, M. Abdoulaye Wade. Et donc là, en 2009, il est parti. Moi-même, je ne l'ai pas suivi tout de suite. D'accord. Parce qu'en 2009, j'étais d'abord tête de liste du Parti démocratique sénégalais, coordinateur de ce parti au niveau local. Et donc on était à quelques mois des élections. Je ne voulais pas décevoir. Ils m'ont responsabilisé. Je me suis dit, bon, c'est quand même un peu moralement inacceptable. Compte tenu du rôle déjà que je jouais, qu'on me responsabilise et que je puisse partir comme ça, c'était sur le plan de l'éthique, ça me gênait. Mais le cœur était déjà parti. Ce qui a accéléré le processus, c'est les élections justement de 2009. J'ai été tête de liste majoritaire, coordinateur du Parti démocratique sénégalais.
élection âprement discutée au niveau local, au niveau de Thiadiaye, où je me suis donné à fond. Et que les populations avaient vraiment adhéré à cette campagne que j'avais organisée, orchestrée, sur la base d'un programme. Et qu'au résultat des courses, après avoir gagné les élections, il y a eu des candidatures fabriquées pour faire face à un candidat. Vous vous êtes senti à l'étroit? Et je me suis senti quand même à l'étroit, parce que c'était... D'abord, cette candidature était malheureuse, parce que bon... Mais ensuite, j'ai compris que bon, finalement, j'étais mal entouré. J'étais dans un milieu où je me donnais à fond, en termes de loyauté et d'affection. En contrepartie, j'avais pas ça, j'étais à la limite une sorte de cible quoi, à abattre. Quoi. Je me suis dit, bon, finalement, puisque c'est ça, mieux vaut prendre ses responsabilités. On peut faire la politique un peu partout. J'aurais préféré continuer à le faire là, mais puisqu'on ne m'accepte pas et qu'on ne reconnaisse pas on ne reconnaît pas ce que mon apport dans le parti, j'ai attiré les attentions des uns et des autres sur ce cas. Je n'ai pas eu de réaction. J'en ai tiré la conclusion que le PDS ne voulait plus de moi. Et vous avez rejoint l'APR? Et finalement, puisque le président de l'APR n'arrêtait pas un peu de m'appeler pour me dire qu'on vient, tu as ta place ici, tu es mon ami, tu es mon frère, etc. J'ai dit ouais, je pense qu'effectivement, je n'ai plus ma place, en tout cas au niveau du PDS, et je l'ai à côté de vous. Donc j'ai rejoint, j'en ai discuté à la base avec les responsables pour leur dire, bon voilà la situation, je pense qu'on est au moment de tirer une conclusion par rapport à l'accompagnement du Parti démocratique sénégalais. Et finalement, la base a dit, effectivement, nous, on vous suit parce qu'on estime qu'effectivement, vous n'avez plus d'avenir au niveau du Parti démocratique sénégalais. D'abord, depuis que vous êtes très jeune, vous êtes là-bas, vous n'avez jamais été responsabilisé. Personne n'a jamais reconnu votre talent. Personne n'a jamais reconnu votre apport. À la limite, on vous combat à la base. Bon, on ne peut pas vivre tout le temps dans des combats perpétuels. Il faut quand même essayer au moins de constituer quelque chose et de sortir. Ce qu'on a fait en réservant un accueil mémorable au président Macky Sall, alors candidat à la présidentielle, à Thiadiaye, ça l'a même étonné. Il n'arrêtait pas de me dire, mais voilà, comment se fait-il que... Bon, donc voilà, on l'a accueilli, les populations de Thiadiaye l'ont accueilli, et cet accueil a été confirmé aux élections de 2012, où Thiadiaye, parmi les localités du département de Mbour, était une commune qui a massivement voté pour le candidat Macky Sall. Et bon, depuis lors, vraiment, la confiance s'est instaurée, la relation se porte bien. Et à la base, on continue de travailler et de massifier le parti en élargissant ses bases au niveau du département. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes le ministre de l'aménagement du territoire et des collectivités locales. L'aménagement du territoire est un volet très important dans votre département. Nous allons en parler, nous allons en parler parce que c'est un volet qui me semble très intéressant. Très intéressant. D'ailleurs, je voudrais, avec votre permission, vous inviter à aller au ministère. Comme ça, de visu, vous allez comprendre un peu l'enjeu de l'aménagement du territoire. C'est avec plaisir, monsieur le ministre. Je vous en prie.
Chers téléspectateurs de la LCS, la chaîne sénégalaise, nous sommes toujours avec notre invité, Maître El Hadj Oumar Youm, qui est le ministre de l'Aménagement du Territoire et des collectivités locales. Monsieur le ministre, je vois que vos collaborateurs sont en pleine séance de travail. Parfaitement, donc nous sommes là en train de faire notre train-train quotidien. On est toujours entre 2-3 réunions dans la journée. On est sur un projet important de révision de notre plan d'aménagement du territoire sénégalais. Justement, si vous devriez expliquer l'aménagement du territoire à un profane. Ça va être très difficile, mais bon, conceptuellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'espace est un espace qui a en son sein des territoires, des hommes, des activités, et il faut quand même justement harmoniser tout cela. C'est comme dans une maison où il y a des espaces de famille, de partage, de discussion et d'échange, et puis il y a des espaces pour dormir, il y a des espaces pour cuisiner, donc l'activité. L'espace aussi territorial est ainsi composé. Il y a des espaces, c'est l'aménagement du territoire, c'est pour justement mettre en cohérence nos besoins d'habitation avec nos besoins de communication, nos besoins de production, le tout dans une totale harmonie. Et à une plus grande échelle, par exemple à l'échelle nationale, faire en sorte que justement cette harmonie soit le plus équitable possible, qu'il y ait plus d'équité, plus d'équilibre dans les investissements, plus d'équilibre dans l'épanouissement des populations. C'est ça en fait la mission d'aménagement du territoire, qui est une mission stratégique et de veille. Je crois qu'il y a une agence qui s'occupe de tout ça spécifiquement. L'Agence nationale de l'aménagement du territoire. C'est quoi le rôle de l'Agence nationale justement, son rôle, justement, le premier, la mission principale, c'est déjà d'accompagner nos politiques et l'État dans les prises de décision en termes d'investissement. C'est une mission d'aide à la décision. Son rôle particulièrement, c'est de mettre en place les outils d'aide à la décision en termes de plan d'aménagement du territoire, d'observatoire national des territoires, de schéma d'aménagement de territoire pour les villes, de cartographie et de recueil de systèmes d'information territoriale. Je pense qu'en gros, en résumé, c'est ça le rôle de l'ANAT. Mais peut-on dire que l'aménagement du territoire est au cœur du développement local alors ? Absolument. Je pense qu'une bonne politique d'aménagement du territoire peut aider à avoir un développement durable en termes de respect des principes d'équité, en termes de durabilité, en termes de prospective, mais aussi en termes de gestion de l'équité territoriale. Je pense qu'effectivement, une bonne politique d'aménagement du territoire devrait nécessairement conduire à une prise en charge des doléances des populations sur l'étendue du territoire et de manière équilibrée. C'est ça en fait le rôle que nous voulons jouer. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'aménagement du territoire, qui était plus ou moins un peu en ancrage partout dans les ministères, a fini d'atterrir au niveau des collectivités locales, qui est pour nous l'ancrage le plus pertinent, parce que justement sur le territoire il y a deux acteurs principaux, il y a l'État et les collectivités locales. Donc ensemble, les collectivités locales avec l'État, dans ce dialogue de développement, l'aménagement du territoire va finalement être l'outil qui devrait permettre justement de gérer le déséquilibre qu'on connaît au Sénégal. Parce qu'on sait que d'abord, entre Dakar et le reste du pays, le déséquilibre est extraordinaire. Entre le littoral et le reste du pays, le déséquilibre est grand. Entre les zones urbaines et les zones rurales, également, le déséquilibre est extrêmement important. D'où le défi qui interpelle les aménagistes qui doivent nous aider à avoir une bonne politique d'aménagement du territoire, qui va être une politique transversale, de dialogue entre les différents ministères sectoriels, pour nous permettre justement de pouvoir asseoir sur le terrain une stratégie de développement territorial adapté à la vision du chef de l'État, qui va avoir des territoires compétitifs, viables et porteurs de développement durable. Mais dans votre stratégie d'aménagement du territoire, est-ce que vous n'avez pas souvent des difficultés par rapport aux collectivités locales, par rapport aux populations? On n'a pas encore connu de difficultés en tant que ministère et les populations, parce qu'on est quand même dans un niveau stratégique, où on n'est pas sur le terrain pour imposer un découpage ou un recentrage en fait de l'aménagement. On est dans un travail technique, stratégique, de cartographie et de mise en place d'outils d'aide à la décision.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, l'aménagement du territoire va dans la seconde phase de la réforme de l'acte 3, bien entendu, qui a un objectif de mise en cohérence de notre territoire. Pour raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a eu une commission chargée justement de la cohérence territoriale qui va essayer de voir, parce que le Sénégal a connu quand même durant ces 10 dernières années des découpages administratifs, de rattachement de territoire à un autre que rien ne justifiait, en dehors d'un dessein politique. Donc je pense qu'effectivement, dans le cadre de cette commission, on aura quand même à essayer de rétablir une certaine équité territoriale, une certaine cohérence et exercer des corrections sur les disparités territoriales. Ça va nous amener à effectivement entrer en contact avec l'administration territoriale, les élus locaux, les populations, parce que tout cela devrait se faire dans un esprit de concertation et de dialogue qui devrait aboutir au même objectif, avoir des territoires équilibrés, cohérents, qui peuvent être capables de porter le développement et la mission de développement du Sénégal. Monsieur le ministre, nous reviendrons sur l'acte 3 de la décentralisation, mais est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples d'aménagement, de projets en cours d'aménagement du territoire? On est sur beaucoup de projets. L'ANAT a quand même fait beaucoup de projets de cartographie de certaines villes, mise en place d'un observatoire cartographique sur les numériques, d'ailleurs, sur les inondations, qui sont des outils qui permettent de savoir quelles sont les zones à risque en matière d'inondation, les autres zones qu'il faut éviter. L'ANAT est sur beaucoup d'autres projets de territoire, tels que la ZIAR, la zone industrielle artisanale de Touba. Il y a beaucoup de projets. C'est une agence quand même qui est sur beaucoup de projets. Mais le projet phare aujourd'hui de ce ministère en termes d'aménagement du territoire, c'est vraiment le plan d'aménagement qu'on doit réadapter par rapport aux changements qui sont intervenus, mais par rapport aussi à l'esprit de la réforme de l'acte 3 de la décentralisation. C'est la stratégie nationale de développement territorial, c'est la loi d'orientation sur le développement territorial. Voilà les axes qui doivent être des mesures clés d'accompagnement en fait de la réforme de l'acte 3. Aujourd'hui, on est aussi sur les pôles parce que compte tenu de la suppression des régions, on est obligé quand même de revenir à la base, c'est-à-dire à la vision principale du chef de l'État dans le cadre de la note introductive de la réforme. C'était quand même de mettre en place des régions beaucoup plus cohérentes qui devait porter la vision économiquement plus viable et géographiquement plus pertinent, qui devait porter la réforme. Donc on est sur un plan national d'aménagement du territoire. On voit un peu les axes et les pôles qui se dessinent naturellement. On voit les 6 à 7 pôles qui... Ça, c'est l'ossature du plan national d'aménagement du territoire. Qu'on doit quand même réviser, qu'on doit réviser en tenant compte des évolutions. Donc voilà un peu en gros le travail de l'ANAT, qui est un travail scientifique, stratégique, un travail d'accompagnement de la politique de décentralisation et de la politique de développement du Sénégal. Vous avez tout à l'heure parlé de zones non édificantes à éviter, parce qu'on a vu donc le dégât que les inondations ont provoqué. Est-ce à dire que vous prenez les devants pour quand même éviter que des cas pareils se reproduisent? En fait, l'ANAT peut être un observatoire qui va donner suffisamment d'indications et de données à exploiter par les populations qui veulent s'installer, par les promoteurs immobiliers, par l'État, qui veut faire des réaménagements, qui veut faire des pôles urbains. L'État peut donner des informations territoriales en disant voilà cette zone, voilà ce qui existe, voilà le terrain, comment il est configuré, voilà ce qu'on peut avoir comme difficulté dans l'urbanisation. Donc l'ANAT vraiment est un outil d'aide à la décision. Et donc c'est pour cette raison que l'ANAT fait l'effort d'avoir le maximum de cartes possibles, viable, avec le maximum d'informations sur les routes, sur les éléments de communication, sur les zones, leurs potentialités en termes agricoles, sur les zones à faire en polyculture, en parc, les zones à reboiser, les zones dédiées au tourisme, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'avenir. Donc la vision est quand même une vision dynamique et prospective. Donc, voilà le rôle de l'aménagement du territoire, c'est vraiment d'offrir le maximum d'informations géographiques, politiques, économiques, donc l'information territoriale sur l'étendue de la République du Sénégal. Monsieur le ministre, nous allons parler de tout à fait autre chose, c'est la gestion des déchets solides, qui relève aussi de votre département. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau?
Alors, ce qui a été fait, c'est d'abord, bon, il faut revenir sur l'historique, parce que la gestion des déchets est de la compétence des collectivités locales. C'est depuis la loi de 1996 que les collectivités locales ont une compétence de gestion des déchets. Il y a eu une parenthèse entre 2010 et 2011 où il y a eu des changements parce que l'État avait quand même raisonnablement constaté que les collectivités, même si c'était une compétence transférée, derrière il n'y avait pas suffisamment de moyens, ni de volonté, ni d'organisation sur le plan institutionnel, ni de logistique, ni de technicité. Les capacités techniques, institutionnelles, financières étaient assez faibles, permettant aux collectivités locales de faire face à cette obligation légale. Donc il y a eu des mutations, Aprocène, Sopracène, etc. Bon, pour mettre en place des sociétés plus ou moins capables de gérer les déchets au Sénégal, parce que quand même c'est un phénomène assez préoccupant. Malheureusement, après, on a considéré cela comme étant un recul, parce que simplement, effectivement, comme c'est une compétence transférée et le Sénégal s'est inscrit dans un processus de décentralisation qui doit être une décentralisation poussée et pas rétrograde, les collectivités locales avaient émis le vœu de retrouver leur compétence, cette compétence qui leur a été retirée en 2011, ce que le chef de l'État a aussitôt fait en tant que militant de la décentralisation pour leur restituer cette compétence. Il reste évident que les constants d'avant sont aussi actuels, parce que nous avons de vrais problèmes dans la gestion des déchets. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État avait émis le vœu de mettre en place une stratégie intégrée de gestion responsable et participative de la salubrité sur l'étendue du territoire sénégalais. Et ce programme est appelé Programme national de gestion des déchets, qui, dans son volet gestion des déchets solides urbains, va bénéficier d'un financement de plus d'environ 17 milliards 500 millions et qui cible un certain nombre de villes pour l'image, pour ce que ces villes-là représentent pour le Sénégal. C'est les villes d'abord religieuses, Kaolack, Touba, Tivaouane, et ensuite la région de Dakar pour sa spécificité. Mais en attendant la mise en place de ce programme qui est en cours d'étude et de formulation, l'État a mis en place un programme qu'on appelle programme de propriété prioritaire, un programme prioritaire pour la propriété 3P, qui doit entrer dans sa phase active, pour ne pas dire de réalisation, dans peut-être maximum 1 mois. Il y a eu un retard qui est justifié par le respect des procédures de passation de marché, des contentieux un peu et des délais à respecter. Mais je pense que d'ici la fin du mois de janvier, ce programme, qui est un programme national, va entrer dans sa phase dynamique. Bon, d'abord de réparation, de rectification, d'accompagnement, de réaménagement. Justement, en termes d'accompagnement, quelle est l'articulation entre votre ministère et les collectivités locales? Alors, ce que l'État a fait aujourd'hui, c'est de dire, bon, pour Dakar, mettez-vous ensemble. Donc, il y a l'entente Kadakar qui a été mise en place. Et l'État appuie l'entente Kadakar dans le nettoiement. Donc, ça concerne les villes de Dakar et puis de Rufisque, l'entente Dakar-Rufisque. Pour l'appui, il y a un appui quand même financier assez consistant qui tourne autour de 12 milliards et quelques, pour lesquels d'ailleurs souvent l'État, pour des régions de gestion, de rationalisation, est obligé souvent quand il y a une crise, comme la dernière crise que nous avons connue, obligé encore de donner une rallonge en dépassement même de l'enveloppe qui a été prévue. Et pour les autres, malheureusement, le reste est assez peu signifiant parce que 500, c'est 1,5 milliard pour le reste du Sénégal. Et ce que gère justement l'unité de coordination de gestion des déchets, en essayant d'accompagner les collectivités locales, soit en renforcement de capacité, soit en formation, soit en gestion un peu, en les aidant à identifier les dépôts sauvages, à revaloriser, à réaménager, et puis à nettoyer un peu sur la base de contrats de prestation de services que l'UCG souvent conclut avec les entreprises et les collectivités locales en appui. Ça, c'est une formule qui permet plus ou moins de gérer le reste du pays, étant entendu que le problème des déchets est un vrai problème, qu'il nous faut, nous, en tant que ministère, transformer en opportunité, avec les collectivités locales, bien sûr, pour les aider à faire face à ce phénomène, qui peut être
pour nous une opportunité de croissance, mais aussi de création d'emplois. Nous avons vu tout de suite que pour le programme 3P, nous allons au moins en termes de retombées économiques et sociales avoir pas moins de 1000 emplois pour la période d'1 an. Ce qui fait que quand même les déchets sont des opportunités que nous devons mettre en exergue. Les déchets, c'est de l'or. On dit que c'est de l'or dur, donc il faut que dans la stratégie justement qu'on s'inscrive dans la logique de valorisation, de recyclage, de réemploi de ces déchets. C'est possible. Le programme national de gestion d'ailleurs s'inscrit dans cette dynamique en termes de mise en place déjà d'infrastructures comme des centres d'enfouissement technique et des centres de traitement et de tri. Et puis ensuite, peut-être dans une seconde phase, aller carrément vers la valorisation qui demande quand même des investissements assez lourds et une certaine capacité technique que nous n'avons pas malheureusement actuellement au Sénégal. Mais monsieur le ministre, malgré ce que vous venez de dire, on a l'impression que ça ne bouge pas dans le secteur de la gestion des ordures. Les problèmes sont récurrents, les grèves à répétition. Comment vous l'expliquez? Je pense que c'est vrai que ça, il faut le constater, pour ça, désolé. On ne peut pas avoir une explication à tout, mais je sais que pour l'essentiel, c'est lié au déficit de capacité technique, logistique, financière et peut-être même de management quelque part. Hein. C'est ce qui explique peut-être. C'est de votre responsabilité. Non, nous, on a une responsabilité morale d'accompagnement. Nous, on le fait, on n'est jamais pris en faute sur ce qu'on doit faire. C'est-à-dire mise en place de fonds, accompagnement technique, renforcement de capacité, réorganisation et réforme du cadre juridique, réglementaire, législatif, etc. Donc c'est dans l'exécution que ça pêche. C'est dans l'exécution que ça pêche, parce que pour Dakar, on a 12 milliards. 12 milliards quand même, je pense que ça, si c'est bien géré, avec un apport additionnel des collectivités locales de Dakar, normalement, avec une enveloppe de 15 milliards, on ne doit pas connaître ce qu'on connaît. Mais on compte trop sur l'État, sans faire l'effort sur soi-même d'accompagner ce que l'État donne et de le valoriser et de le capitaliser. Donc, bon, je pense qu'il y a une sorte d'instabilité institutionnelle. Souvent, c'est cas à cas, souvent, c'est... Donc, on n'a jamais mis le temps de capitaliser. Je pense que c'est ça aussi le rôle du ministère, à travers le plan, c'est de capitaliser tout ce qui a été fait jusque-là, et même au-delà du Sénégal, les expériences que d'autres pays ont connues, qui sont des expériences positives. Comment faire en sorte que finalement, qu'on se retrouve dans une stratégie nationale partagée qui permette de faire face à la gestion des déchets. Ce que d'ailleurs nous avons commencé à faire par l'organisation des CRD. On en a tenu déjà 11. On va terminer le boucle pour ensuite faire un atelier national. Et puis, c'est vrai, il y aura un changement attendu au niveau des collectivités locales, mais aussi un changement attendu au niveau des populations. Parce que c'est collectivement et de manière vraiment responsable, pour ne pas dire dans la co-responsabilité, que ce problème trouvera une solution durable. Monsieur le ministre, je crois savoir que vous avez une visite à effectuer au niveau de l'AGETIP. Parfaitement. Nous allons vous accompagner. Mais bien sûr, bon, on va passer la journée ensemble aujourd'hui. L'autorisation du... Bon. Ah bon. Chers téléspectateurs de la chaîne sénégalaise, la LCS, nous sommes toujours avec notre invité, Maître El Hadj Omar Youm, qui est le ministre de l'Aménagement du Territoire et des collectivités locales, que nous avons accompagné dans une visite ici à l'AGETIP en compagnie de M. Moussa Diarra, qui est le DG donc, de l'AGETIP. Monsieur le ministre, c'est votre première visite apparemment ici à l'AGETIP depuis votre prise de fonction.
Oui, je peux le confirmer, et tout en présentant mes excuses, parce que j'aurais dû le faire dès le premier mois de ma prise de fonction, compte tenu de l'importance de l'AGETIP dans la réalisation des missions du ministère. On peut dire que la LCS a le scoop. La LCS a le scoop, parfaitement. Parlez-nous un peu de l'AGETIP, s'il vous plaît. Bon, je pense que le DG qui est là est la personne la plus indiquée pour en parler. Ce que je peux en dire, c'est que l'AGETIP est une structure qui a été créée en 1989, qui est une agence d'exécution de travaux d'intérêt public avec pour objectif de lutter contre le sous-emploi et d'accompagner nos PME-PMI en termes de capacitation et d'accès au marché financier et au marché public. Donc ça, c'est les grands axes, les grands objectifs de l'AGETIP, avec qui nous sommes en relation de travail, qui n'est pas une structure sous tutelle du ministère. C'est une structure qui a eu une convention cadre à sa création avec l'État de maîtrise d'ouvrage délégué. Et que nous, les sectoriels de l'État, souvent, particulièrement notre ministère, a signé une convention avec l'AGETIP pour améliorer l'équipement. L'AGETIP, c'est une agence autonome. C'est une agence d'exécution dans son fonctionnement. Dans son fonctionnement, parfaitement. Et bon, la convention que nous avons signée est une convention qui nous permet de réaliser un certain nombre de structures et d'équipements au profit des collectivités locales et des populations du Sénégal. Oui, bien sûr. Mais est-ce que vous pouvez nous citer un ou deux exemples de projets que votre ministère est en train d'exécuter avec l'AGETIP? Bon, le projet phare, c'est d'abord les constructions des hôtels de ville, des régions, de maisons communautaires, qui sont des projets phares, qui sont visibles. On en a réalisé plus de 300 avec l'AGETIP. Ça, c'est les projets phares, sans compter maintenant l'équipement, l'équipement informatique, l'équipement bureautique des collectivités locales. Donc ça, c'est en gros, en résumé, la convention que nous avons avec l'AGETIP. En dehors de ça, il y a quand même souvent des pistes ou des garages, ou des gares routières pour être plus appropriées à mettre en place. Souvent aussi, il y a des appuis en salle de classe, en clôture, etc. En gros, c'est vraiment une convention pour accompagner les collectivités locales dans l'amélioration de l'existant en termes d'infrastructures et d'équipements. Nous allons laisser le DG placer peut-être deux mots concernant l'AGETIP et nous parler peut-être du budget de l'AGETIP dans le cadre de son fonctionnement. Nous travaillons par des conventions de maîtrise déléguées que nous signons avec l'État ou ses démembrements ou les collectivités locales. Et c'est ça qui constitue notre portefeuille de projets. Donc, et c'est ce programme-là que nous réalisons. Et annuellement, en termes de réalisation physique, qui peut se décliner en décaissement, nous sommes en moyenne à des taux de décaissement qui tournent autour de 45-50 milliards par an. Mais ça, c'est les projets, la valeur des projets que nous exécutons. Maintenant, le budget propre de l'AGETIP, c'est la rémunération que nous tirons de nos prestations. Et donc, ça, c'est un budget qui tourne autour de 1 milliard, 1,5 milliard pour assurer le fonctionnement de l'AGETIP. Monsieur le ministre, parlons à présent de l'acte 3 de la décentralisation qui fait l'actualité. Quels sont les axes majeurs de cette réforme? Bon, l'axe majeur de la réforme, c'est déjà, à mon avis, la refondation de l'action de l'État au niveau des territoires. Parce que la réforme est adossée à la vision du chef de l'État de transformer les territoires du Sénégal en territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable. Cette réforme donc, a été engagée et qui a donné des résultats dans sa deuxième phase. Le premier, c'est la communalisation intégrale. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus au niveau de la gestion de proximité, gestion de base, deux ordres de collectivités locales, commune d'un côté pour la zone urbaine, communauté rurale de l'autre pour la zone rurale. Aujourd'hui, il y aura un peu partout au Sénégal que des communes pour assurer la gestion de proximité. Le deuxième résultat, c'est l'érection des départements en collectivité locale. Les départements sont une réalité socio-historique
où on peut quand même dégager des synergies de solidarité qui sont indiscutables. Tous les Sénégalais, en dehors de leur lieu de naissance, considèrent le département comme étant un lieu de manifestation de solidarité, d'appartenance. Plusieurs raisons. Nous qui sommes nés à Thiadiaye, qui avons étudié à Thiadiaye, souvent on est beaucoup plus proche comme deuxième localité du département qui nous a vu faire nos études secondaires, lycée, tisser des relations d'amitié, de fraternité et de famille souvent qui peuvent justifier la pertinence de l'élection du département en collectivité locale pour justement fédérer les communes qui sont dans le périmètre départemental, les organiser sous forme d'entente, construire des projets de territoire et puis voilà, mettre en place un mécanisme économique qui devrait permettre à nos collectivités locales, sur la base de l'équité et de la solidarité, de pouvoir remplir leur mission au niveau départemental. Donc je veux dire, en dehors de l'organisation institutionnelle, l'autre axe majeur, c'est la responsabilisation des acteurs. Le président de la République, en parlant de son ambition d'une République décentralisée, montre la voie qu'effectivement, aujourd'hui, il fait un pari sur les territoires. Pour que les territoires soient désormais la cible de l'action publique dans la territorialisation des politiques publiques. Donc pour dire qu'aujourd'hui la réforme quand même est encadrée, au-delà de la réforme institutionnelle, il y a une vision philosophique, un esprit qui doit accompagner la marche des institutions qui seront mises en place et qui pourront éventuellement et très certainement bénéficier de l'accompagnement de l'État, de l'accompagnement financier, de l'accompagnement technique, de la capacitation des collectivités locales, toutes choses qui sont dans la note introductive de la réforme, qui permet d'avoir, à mon sens, la meilleure réforme qui devrait être la réforme de parachèvement de notre système de décentralisation. Mais monsieur le ministre, le mal le mieux partagé par les collectivités locales, c'est l'absence de ressources financières ou le manque de ressources financières, malgré les 9 domaines de compétences qui leur sont donc dévoués. C'est vrai qu'avant même de faire la réforme, il y a eu quand même un diagnostic qui a été fait sur les faiblesses qui justifie en fait aujourd'hui le retard de nos collectivités locales. Le Sénégal s'est inscrit dans une logique de décentralisation bien avant son indépendance. On a connu nos premières communes à partir de 1872 pour dire donc que nous avons été très en avance dans la décentralisation. Malheureusement, effectivement, le point de faiblesse qui a été identifié de manière unanime, c'est l'absence de ressources aux collectivités locales. Mais comment l'acte 3 compte-t-il corriger ce dysfonctionnement? L'acte 3 aujourd'hui, le premier exercice de correction, c'est d'abord la responsabilisation des acteurs territoriaux. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y aura des dynamiques de concertation et de dialogue au niveau des territoires, déjà pour moi, c'est la première ouverture vers le palliatif de moyens financiers. Parce que d'abord, il faut s'organiser. L'organisation, pour moi, c'est la première étape qui doit permettre de pouvoir trouver les moyens financiers, de pouvoir trouver le financement et de pouvoir réaliser les missions. Donc aujourd'hui, l'axe fort de l'acte 3, c'est de dire aux responsables territoriaux, que ce soit les ONG, le secteur privé, les opérateurs économiques, l'administration territoriale, les élus locaux, les citoyens, parce que l'un des nouveaux principes directeurs de cette réforme, c'est la participation citoyenne. Donc dans cette synergie, on doit pouvoir trouver les moyens. Les acteurs vont s'identifier à leur territoire, revenir le retour au pays natal, comme on dit, permettre de construire maintenant des projets de territoire sur la base d'un diagnostic territorial qui sera fait par les acteurs et financé par les opérateurs économiques du même territoire. Donc pour moi, ça déjà, c'est la première réponse. La deuxième, c'est effectivement renforcer davantage les moyens qui sont alloués aux collectivités locales. Et sur cela, le président de la République est extrêmement disposé à progressivement amener
le montant à 15% de la TVA. Le montant actuel est à 5,5%, ce qui fait que, bon, ça, c'est une volonté politique. C'est sûr qu'à partir des années 2014-2015, on aura une progression remarquable des fonds qui sont alloués. Déjà, cette année, il y a eu un effort qui a été fait et que l'administration, le gouvernement est déjà dans des dispositions pour maintenir l'effort, sinon l'augmenter. L'autre, c'est que dans la deuxième phase, qui a commencé déjà depuis l'élection, depuis l'adoption du code par l'Assemblée nationale, il y a la commission financement qui est en train de réfléchir sur des mécanismes innovants de financement devant permettre aux collectivités locales d'accéder à des crédits au niveau des banques commerciales, ce qui n'est pas encore le cas parce qu'il y a une méfiance qui fait que les banques ne sont pas encore dans le système de financement des collectivités locales. Nous sommes en train de réfléchir pour voir la mise en place éventuellement de fonds de garantie pour les collectivités locales, comment constituer le fonds, mettre en place des fonds de péréquation pour un peu gérer l'équité entre les différentes collectivités locales et surtout la justice. Voir un peu comment faire des prélèvements sur les fonds qui doivent être tirés des recettes de l'autoroute, de l'exploitation de l'autoroute, etc. Donc, les experts qui composent cette commission continuent de réfléchir dans la direction qui leur a été déjà tracée par le chef de l'État, celle consistant à trouver les meilleurs moyens possibles pour permettre aux collectivités locales, sur la base soit d'une fiscalité propre ou de financement innovant, de pouvoir davantage accéder à des sources financières qui leur permettent, à des ressources financières qui leur permettront de faire face à leur mission. Bien sûr. Mais l'acte 3 va donner lieu à des bassins territoriaux qui seront en quelque sorte des pôles de développement. Seulement, on ne sait pas encore sur quelle base institutionnelle. Alors, ce qui a été arrêté dans la note introductive de la réforme, c'était de supprimer les conseils régionaux, c'est-à-dire les régions en tant que collectivité locale. Parce que simplement, l'analyse aussi avait montré que les régions n'étaient pas très efficaces. Et que presque 90% de leur budget était un budget de fonctionnement qui permettait de payer des salaires, de payer des locations. Mais bon, on peut aller vers vraiment la mission qui était dédiée aux régions, c'est-à-dire la mission de coordination et d'harmonisation du développement au niveau régional. Et c'est pour cette raison que le président avait pensé qu'il fallait revenir à nos régions naturelles. Nous avons connu des régions qui sont naturellement constituées. C'est la Casamance, c'est le Grand Littoral, c'est-à-dire le Cap-Vert, c'est le Sénégal oriental, Tamba, Kédougou, c'est voilà, on a connu quand même ces régions et chacune de ces régions avait une spécificité, un potentiel que l'autre n'avait pas, des ressources qui étaient des ressources propres, etc. Et donc, dans le programme, déjà, Yonou Yokote, le président avait parlé de ces pôles. Dans la note introductive également, il s'est trouvé que quand on a annoncé, entre guillemets, la suppression de certaines régions au profit d'autres, il y a eu une communication extrêmement conflictuelle autour de cette question, au point que le président avait dit, compte tenu de l'importance de la réforme et des enjeux, il serait dommage qu'on arrête le processus qui a été engagé parce que simplement, il y a un problème de communication ou d'appropriation même de la réforme. Et donc, avait dit, si c'est le cas, mettons les régions en l'état actuel, essayons de voir dans quelle mesure, dans la deuxième phase, les constituer sous forme d'entente, soit interrégionale ou interdépartementale. Quand les experts du Comité national de pilotage, que je remercie au passage, ont fini de faire le travail a été soumis au président de la République qui a ouvert aussitôt des concertations. Et c'est dans le cadre de ces concertations que presque tous les acteurs politiques, les acteurs économiques ont jugé nécessaire de revenir à l'idée première du chef de l'État de mettre en place les pôles qu'il trouvait être beaucoup plus pertinent que le maintien des régions. Et donc c'est pour cette raison qu'effectivement nous avons estimé nécessaire, le président nous a demandé de tenir compte des observations issues des concertations,
et donc de traiter la question. Nous l'avons traité en étroite collaboration et en conformité totale avec les intérêts du Sénégal et la vision du chef de l'État qui était en totale conformité avec la vision des experts, des élus locaux et même certains élus locaux ont dénoncé un manque de concertation. Oui, bon, nous sommes en politique. Surtout souvent, les présidents de région. Oui, bon, on est en politique, souvent il y a une présentation qui n'est pas tout le temps conforme à la réalité. Il y a eu des concertations. Les concertations ont été suivies même de contributions écrites. Avec les présidents de région. Précédées de travaux, tous les élus locaux étaient là, toutes catégories confondues. Ceux des ruraux, les présidents de communes, les maires, l'association des maires du Sénégal, l'association des régions du Sénégal. Et donc tout le monde était là. Il n'y a aucune famille d'acteurs qui a été écartée dans le cadre de ces concertations. Et maintenant, on dit qu'il n'y a pas eu de concertation, ce qui n'est pas le cas. Il y a eu des concertations et les experts, la preuve, le premier schéma de travail n'avait pas supprimé les régions. C'est à la suite des concertations que nous avons supprimé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'esprit, comme dans la forme et comme dans la vision du chef de l'État, il ne voulait pas tout de suite supprimer les régions. Parce que le premier document avait maintenu les régions. C'est à la suite des concertations que l'idée d'aller vers les pôles a été agitée. Et l'idée qui était déjà agitée par les experts, qui étaient saisis de mettre en place la réforme, et qui était un peu dans les documents même du chef de l'État, dans le programme de l'APR, dans la note introductive, donc, et dans les documents des sectoriels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les régions ont même fini de réfléchir sur la mise en place de pôles. Il y a des études qui ont été commanditées par les régions qui confirment la pertinence d'aller vers des pôles. Il y a des études qui ont été commanditées par d'autres experts qui confirment la même chose. Et il y a même une note contributive de l'association des élus où on dit qu'il faut aller vers 6 ou 7 pôles maximum au Sénégal. Ça veut dire quand même que bon, le reste c'est un débat de chapelle. C'est normal parce qu'à chaque fois qu'on est dans une dynamique de réforme, on rencontre des résistances, c'est partout, dans les entreprises, en politique, dans la famille. À chaque fois qu'on doit s'inscrire dans une logique de réforme, il y a toujours des résistances qu'il faut vaincre, des inquiétudes qu'il faut apaiser, et puis des questions auxquelles il faut répondre. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu des concertations. Maintenant, à la suite de la suppression, effectivement, il n'y a pas eu de concertation. Parce qu'il y a eu un temps de réflexion et de concertation. Et après, il y a un temps de prise de décision. On a assumé totalement notre responsabilité en tant que gouvernant, parce qu'il appartient au chef de l'État, élu, avec 65% au suffrage par les Sénégalais, de pouvoir tracer la politique du Sénégal et d'imprimer les réformes qui lui paraissent être les réformes pertinentes. On ne peut pas quand même discuter cette exclusivité au chef de l'État. On a l'impression qu'il y a un peu d'empressement dans la mise en œuvre de l'acte 3. Je veux dire, est-ce qu'il ne fallait pas attendre d'organiser d'abord les élections locales et tranquillement mener la réflexion autour de l'acte 3? Bon, empressement, c'est un jugement de valeur. Je pense qu'on a pris le temps quand même qu'il faut... Hein? Oui, heureusement que c'est une impression d'ailleurs. Maintenant, donc il n'y a pas eu d'empressement. Le président, avant même d'être élu, avait une vision de ce qu'il voulait faire au niveau de la gouvernance locale. Dans son programme, il l'avait annoncé de manière très claire. Une fois au pouvoir, 2 mois après le pouvoir, il a lancé l'idée de faire le diagnostic de la décentralisation et de trouver les palliatifs pour que ça puisse marcher. Et dès juin, il a encore insisté sur les politiques de territorialisation et de trouver le cadre idéal pour pouvoir faire l'acte 3 et avoir des collectivités locales capables de porter la territorialisation. Et dès mars 2013, ça a été engagé. Et bon, je pense qu'on a quand même pris le temps qu'il faut pour faire la réforme, ce qui a été fait partiellement. Il reste la deuxième phase. Nous allons avec le même engagement, la même détermination et sur la base de la même vision
terminer cette deuxième phase au grand profit des collectivités locales et des populations qui leur ont fait confiance. Maintenant, comme vous le dites, il y a des jugements. Bon, mais je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire au moment opportun. Est-ce qu'il fallait attendre de faire les élections de 2014 pour encore revenir réformer? Je pense que ce n'est même pas pertinent, ce n'est même pas cohérent. Soit on devait aller aux élections sans réforme, soit on réforme et on va aux élections. Sinon, après, on allait attendre 2017 ou au-delà pour pouvoir faire ce qu'on devait faire. Pour la seconde option, vous pensez... non, il faut assumer les responsabilités. Moi, je ne suis pas pour différer ce qu'on doit faire. Personnellement, vous n'êtes pas pour qu'on diffère, par exemple, les élections jusqu'en 2015 et réfléchir tranquillement? Non, on a bien réfléchi tranquillement parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune critique objective sur le contenu comme sur le contenant. Mais les Sénégalais, on n'a pas l'impression que les Sénégalais comprennent ce que c'est que l'acte 3. Est-ce qu'il y a une politique pour cette raison que nous avons de sensibilisation et d'information? C'est pour cette raison que nous avons mis en place la caravane pour permettre aux Sénégalais de comprendre ce qu'on est en train de faire, discuter, échanger, poser des questions, avoir des réponses. Parce que simplement, nous estimons que cette très grande réforme, l'un des clés de succès, c'est l'appropriation des populations de la réforme. C'est pour cette raison que nous faisons l'effort de faire la caravane et d'aller vers les populations. Même si par ailleurs on est très humble dans le niveau d'appropriation, parce que bon, aujourd'hui quand même c'est un document juridique écrit en français pour des populations qui sont à 80% souvent illettrées en français et qui ne connaissent même pas souvent les enjeux. Mais je pense que si le gouvernement joue son rôle, que les collectivités locales elles-mêmes s'engagent, que les ONG s'engagent, que les citoyens à la base s'engagent et se l'approprient. Et je sens cette dynamique quand même parce qu'il y a des demandes très fortes d'organisation de forums, de séminaires autour de l'acte 3, ce dont je me félicite. Je pense que d'ici 2014, on aura quand même fait le tour du Sénégal, permettre au maximum de Sénégalais de comprendre ce qu'on est en train de faire pour qu'à 2014, sur le terrain, en juin, que les citoyens, ensemble avec les élus locaux, les opérateurs économiques, les chambres de commerce, puissent commencer déjà à impulser le développement à la base, qui va faire qu'on aura des marchés avec des collectivités locales dans une perspective d'intégration et d'inclusion, qui vont optimiser un peu les vocations productives et aussi dans la complémentarité. Et le tout aussi dans l'équité territoriale. Monsieur le ministre, la LCS vous remercie de lui avoir accordé presque toute une journée, malgré votre agenda très chargé, et nous vous en remercions. C'est moi qui vous remercie. Je pense que je vous ai quand même un bon gris-gris à la LCS. Parce que ce que vous avez fait faire avec toute l'équipe, les directeurs généraux, c'est quand même difficile. Je pense que vous allez accepter de payer la facture. On attend la note. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le directeur général de la GTIP. Chers téléspectateurs, à vous également, merci. C'est la fin de ce numéro de Derrière le Miroir. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro. Mais en attendant, vous pouvez nous envoyer vos suggestions, vos réactions à l'adresse mail et Facebook qui s'affiche au bas de l'écran. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.